Bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale sans transition sur Bismart. On tourne cette émission à l'occasion de la sortie du dossier spécial La France en mode projet dans le guide décideur énergie et environnement. J'ai le plaisir d'avoir autour de cette table deux personnalités qui ont participé à ce dossier, à savoir Olivier Perrin, directeur général d'Arthur Hunt. Bonjour Olivier. Bonjour. Arthur Hunt, c'est un cabinet de conseil en management et ressources humaines. Et vous êtes aussi, je crois, le leader d'un pôle stratégie dédié au secteur de l'énergie et de l'industrie au sein d'Arthur Hunt. Tout à fait. À vos côtés, Pierre-Emmanuel Martin, vous êtes le cofondateur et président de Carbone, ce projet de gigafactory solaire à Fos-sur-Mer qui vise, je crois, jusqu'à 5 gigawatts de capacité dès 2028. Alors on se retrouve aujourd'hui dans un contexte un peu particulier parce que depuis qu'on avait fait ces interviews pour le guide énergie-environnement, il y a eu enfin la programmation pluriannuelle de l'énergie PPE 3 pour 3 ans de retard, disions-nous tout à l'heure, et surtout le conflit au Moyen-Orient et la crise énergétique qui en découle malheureusement. Alors électrifier la France, c'est dans l'air, façon de parler. On vient d'avoir le plan d'électrification annoncé par le gouvernement. Ça suppose de produire plus d'électricité décarbonée, de reconstruire l'industrie qui l'équipe, et ça sera tout l'objet de cet échange. Alors je vais commencer pour parler vraiment de l'actualité pure. Ce plan le cornu d'électrification, ça montre une volonté d'accélérer. Est-ce que pour vous c'est une urgence géopolitique, enfin c'est une solution, on va dire, un peu improvisée dans l'urgence géopolitique, ou vous y trouvez quand même des pistes de réflexion intéressantes qui vous rendent un peu confiant? Pierre-Emmanuel. Écoutez, voyons plutôt le verre à moitié plein. Il vaut mieux vaut tard que jamais. On a une nécessité qui est évidemment d'accélérer la transition énergétique. Ces nécessités, elles sont rappelées par la crise profonde et très grave autour des flux pétroliers autour du détroit d'Ormuz. Mais n'oublions pas qu'en arrière-fond, il y a quand même la crise climatique. Et on le voit avec des températures qui ont excédé au mois de mars aux États-Unis. On a atteint les 44 degrés. Enfin, il y a quand même des trucs qui sont extrêmement inquiétants. Et que donc sortir des énergies fossiles, c'est absolument nécessaire de manière générale, à la fois pour ces questions géopolitiques, mais aussi ces questions de changement climatique. On rappellera juste un chiffre. En France, on consomme, malgré une électricité décarbonée à 95%, on consomme quand même encore 60% de notre énergie primaire vient des fossiles. Et donc, il est absolument urgent de remplacer, d'exclure, en tout cas, du champ de la production d'énergie, ces énergies fossiles qui posent de multiples problèmes. Et on ne parlera pas aussi des pollutions induites. Et derrière les conflits aussi, ce sont des hommes et des femmes et des enfants qui souffrent durement dans beaucoup de régions du monde. Est-ce que ça pourrait être, Olivier Perrin, le choc un petit peu pour booster cette nécessaire transition qu'on attendait? Alors je ne sais pas si c'est le choc, puisqu'en fait on en a eu plusieurs depuis des années, puisque quand on a eu le démarrage du conflit entre la Russie et l'Ukraine, là aussi on a parlé d'un choc qui allait nous faire réagir. Je pense qu'il faut être face aux réalités. Si on a encore 60% de notre mix, ça veut dire qu'il va falloir faire des efforts substantiels. Et jusqu'à présent, force est de constater qu'on n'a pas vraiment réussi. Ça prend du temps. Et pourtant, on part d'une base extrêmement intéressante en France. Grâce à notre production nucléaire, hydro et les renouvelables, on a déjà une électricité fortement décarbonée. Néanmoins, on voit bien que l'électrification des usages est un autre challenge très conséquent, qui a des impacts lourds. On voit bien la production de véhicules électriques, les véhicules chinois, les véhicules européens, l'automobile européenne qui est en immense souffrance. Malheureusement, dans nos activités, on a aussi, nous, une activité liée à des plans de sauvegarde de l'emploi. Inutile de vous dire que la majorité actuelle est plutôt sur le secteur de l'automobile. Ouais. Donc, c'est quand même une transformation très profonde qu'il faut mener. Il n'y a aucun doute sur le fait qu'il faut la mener. Ça... On est tous alignés, je pense, mais la vitesse d'exécution et notre capacité à réellement la réaliser est à questionner. Ouais. Et alors en parlant de vitesse d'exécution, parce que comme vous le dites, c'est effectivement, on travaille sur le temps long, mais parfois les entrepreneurs voudraient que le temps soit plus court. Et si on prend l'exemple de Carbone, je crois, arrêtez-moi si je me trompe, que vous aviez obtenu un permis en moins de 7 mois, le permis, un des permis en tout cas qui est nécessaire au déburrage de l'activité, ce qui est un peu une performance, c'est vrai. Mais vous m'aviez aussi parlé de blocage, notamment évidemment la dissolution de 2024 qui a
mis dans la mouise, pour rester poli, beaucoup d'entrepreneurs en France, avec des signatures qui restaient parfois un peu dans les tiroirs. Comment est-ce que vous caractériseriez l'État, peut-être sur en tout cas les derniers mois? Est-ce que c'est un partenaire fiable ou qui, voilà, un peu à géométrie variable? Non, l'État reste en France un partenaire fiable. La question, c'est la direction politique. C'est-à-dire qu'on a quand même une administration qui administre bien. La question, c'est qu'à un moment donné, il faut lui donner une direction. Elle a besoin d'un cadre. Je veux dire, la dissolution, c'est pas accompagné d'une stabilité très forte, puisqu'on a eu quand même 4 premiers ministres depuis juin 2024, Gabriel Attal, à aujourd'hui Sébastien Lecornu, sachant que son bail s'arrêtera en mai 2027. Donc, on est sur des temps au plus tard. Mais on lui souhaite, en tout cas, sur des temps extrêmement, finalement, assez courts par rapport aux enjeux et au temps long qu'il nous faut. Alors, effectivement, en France, on est capable d'aller vite. Notre-Dame était un exemple, le Carbone est le deuxième à ce niveau-là, puisqu'on a eu en 7 mois une autorisation environnementale pour une usine Céveso type seuil haut, un ICPE type 2 sur 45 hectares, dans un lieu où il y a quand même quelques contraintes écologiques. Donc on sait, quand on travaille bien et tous unis, aller vite. Maintenant, après, c'est, et je dirais à l'image aussi de l'Europe, qui est un peu coincée, puisque on est un peu les précurseurs au niveau mondial de tout ce qui est, on va dire, les green tech. Voilà. Et les Chinois ont pris le pas, ils se sont dit, tiens, demain, on va faire un leapfrog, enfin un saut de grenouille, on va directement aller sur les nouvelles technologies plutôt que de faire des voitures thermiques, on va plutôt apprendre à faire des voitures électriques. Et là, on se retrouve coincé entre un agent orange qui, d'un côté, nous dit de rester dans l'ancien monde, dominé par les fossiles et les grosses bagnoles thermiques, et de l'autre, des nouvelles technologies qu'on sait absolument nécessaire mais qu'on ne maîtrise pas. Et sachant que nous, on n'a pas de pétrole, on a des idées, et encore faudrait-il qu'elles s'accordent à peu près au niveau européen, qui est aussi la bonne maille, l'Europe, mais l'Europe, bon, peut-être que la défaite de Viktor Orban est une très bonne nouvelle aussi, parce que l'Europe est bloquée sur pas mal de sujets à cause de ce genre de souverainisme, nationalisme qui est aussi au service d'influences étrangères et d'agents étrangers. Et là-dessus, bon, peut-être qu'on va avoir en Europe, face à ces crises, une direction où, si on prend que le sujet qui nous intéresse, l'énergie, un des gros points de blocage aujourd'hui, c'est l'absence de consensus franco-allemand sur ce que doit être l'architecture électrique en Europe. On a des conflits sur les interconnexions, sur la question de la place du nucléaire, sur la question de la place des renouvelables. Enfin, elle est absolument symétrique. En France, on s'interroge beaucoup sur les énergies renouvelables. En Allemagne, on s'interroge plus que de raison sur le nucléaire. Donc voilà, toutes ces choses qui doivent s'accorder aujourd'hui, on l'espère, et c'est ça en fait le principal élément de blocage. C'est qu'à un moment donné, il faut qu'à l'échelle du continent, on ait des infrastructures, en tout cas dans l'électricité, qui puissent être à l'échelle, à la maille et accueillir. Après, la question des voitures sera réglée à n'en point douter. Je pense que l'Industrial Accelerator Act, qui doit mettre niveau européen, consacrer le Made in Europe, ce qui serait une petite révolution, permettra par exemple de soutenir les batteries et donc par là d'aider le leasing social sur des véhicules électriques. Et on ne peut que se féliciter des chiffres en France. En mars, 50 000 immatriculations de véhicules électriques. Le premier, c'est Renault, avec l'ensemble de ses gammes, avec beaucoup de Super 5, derrière Tesla, et après groupe Stellantis ou Volkswagen. Bon, les Chinois sont encore très loin derrière, donc on peut voir quand même des signes très favorables. Olivier, sur la PPE3, si on peut y revenir, quand elle s'est enfin dévoilée, quelles ont été, pour faire court, vos premières impressions, en tout cas peut-être les limitations que vous avez pu constater? Ce que je peux constater, c'est qu'on retrouve un peu quand même le en même temps. C'est-à-dire on veut un peu tout faire, sans donner une direction extrêmement claire, mettant en avant les besoins de R&D ou poussant des projets comme le projet que vous portez. On ne le ressent pas vraiment dans le texte. On voit qu'on essaye de faire un peu tout. On a fait du stop and go sur le nucléaire qui a été absolument dévastateur pour l'écosystème. On voit bien que sur les renouvelables, on a mis un petit coup d'accélérateur. Stop and go aussi. Stop and go, puis ensuite on veut repartir. Je trouve absolument remarquable que vous ayez pu obtenir votre permis sur un site complexe. Ça, c'est remarquable. Dans le même temps, on sait qu'on a des sites éoliens offshore qui ont des durées de construction à cause du permitting de 7, 8, 10, 12 ans, 15 ans pour Saint-Nazaire. Là, on se dit, ça y est, on n'y est plus du tout. Donc, encore une fois, dans la PPE, on voit des choses
intéressante, mais on voit bien qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. C'est incontestablement un document s'il est si en retard, c'est qu'il y a eu beaucoup de tensions internes, pas forcément d'alignement. Comme vous l'évoquiez avec nos voisins allemands, on a l'impression qu'on ne parle jamais le même langage, même s'ils ont enfin fait un mea culpa sur le nucléaire. On voit bien les problèmes d'interconnexion. Et finalement, on n'est toujours pas à un niveau où on doit penser l'Europe comme un seul système énergétique. C'est le seul moyen qu'on a de s'en sortir. Effectivement, la disparition, j'espère, définitive de Viktor Orban doit permettre finalement de pouvoir prendre des décisions à la majorité, qui est un autre problème, je pense, du fonctionnement de l'Europe. C'est que c'est difficile de se mettre d'accord à 27, chacun ayant des situations géographiques différentes, des situations de potentiel justement de renouvelables différentes, même si on va dire qu'il y a une partie de l'Europe, quand il y a du vent en Bretagne, ça remonte assez loin au nord. Donc tout ça fait que cette PPE, on a l'impression que, je trouve que le cap peut paraître ambitieux, même si de mon point de vue il est quand même, on va avoir du mal à le réaliser. D'ailleurs on a bien vu la PPE 2, on ne l'a pas réalisée, et l'exécution pour moi reste très incertaine, très très incertaine, parce qu'on a encore une fois, dans un an on a des élections, on a déjà été pénalisé par les dissolutions, l'absence de majorité, les cartes cacophonie, risquent d'être rebattues. Voilà, on peut encore rebattre les cartes, et ça c'est terrible pour les industriels. Moi je suis pas un industriel, mais mon voisin l'est, et on peut pas se permettre. On est sur du cycle long, de l'investissement. Il faut une trajectoire. Et d'ailleurs, en parlant de trajectoire du cycle long, on a évoqué tout à l'heure la question des véhicules électriques, et je crois que dans le plan, en tout cas ce que prévoit, c'est 400 000 véhicules électriques par an d'ici 2027. On en est encore quand même assez loin. 1 million en 2030. Et 1 million. Et 1 million en 2030. La logique, finalement, c'est un peu la même que la vôtre pour le solaire, ce serait de produire souverain. Est-ce que finalement carbone ne pourrait pas être un modèle de référence pour... Alors d'abord, on produit souverain, même si la base industrielle française dans l'automobile a singulièrement rétréci, et qui pourrait faire l'objet d'un film d'ailleurs, on a quand même encore, je crois, on fabrique 1 300 000 véhicules sur le sol français, à comparer aux 2,5 millions il y a 20 ans. Donc il y a quand même une base industrielle. Donc on a Renault qui semble bien engagé dans l'électrique, Stellantis c'est un peu plus complexe, qui est peut-être lié à une culture ou à des choses aussi où l'Italie est peut-être moins engagée sur cette question-là. Donc moi je suis assez confiant sur la base industrielle de l'automobile, d'autant qu'on a ces usines de batteries qui arrivent, et puis on a aussi les sous-traitants de premier rang. Valeo est quand même vachement bien engagé sur cette question-là, et donc je pense que si on arrive à rencontrer, ou en tout cas à susciter toujours le même désir, la même passion, et des voitures qui correspondent à ce qu'attendent les gens, à des prix pas totalement délirants, sachant que des véhicules électriques qui font 1000 km à 15 000 euros, avec un niveau de qualité d'une BMW, je veux bien que les Chinois soient géniaux, mais pour utiliser beaucoup les véhicules électriques depuis quelques années, il m'est arrivé quand même d'avoir des bagnoles chinoises, des BYD ou des MG, où je cherche encore comment ouvrir une fenêtre automatiquement dans ces véhicules, ou alors un écran qui se cristallise et dont on ne voit plus. Donc en termes de qualité, on a encore des choses à faire valoir. Après, il faut se protéger, ne pas être naïf. Après aussi, et je dirais, pour revenir si je peux m'exprimer un peu sur la PPE, parce que je pense qu'effectivement, elle est encore un peu fragmentée, un peu impressionniste, et peut-être qu'il y a le en même temps. Mais on revient de loin, parce que cette PPE, effectivement, elle devait être sortie en juillet 2023. Ça devait être un argument, quelque chose d'un peu technique. Le gouvernement de Gabriel Attal ne l'a pas sorti à temps. Et après, on est rentré dans une espèce de faille spatio-temporelle où on a eu encore un phénomène quand même assez extraordinaire, où à la fois, suite aux dissolutions, on s'est retrouvé avec un Rassemblement national qui a dit clairement qu'il ne ferait pas passer, ou en tout cas qu'il pousserait une motion de censure qui était reprise par LFI. Donc ensemble, ils étaient prêts à faire tomber n'importe quel gouvernement si cette PPE passait. Ce qui a pu faire peur à un Premier ministre comme François Bayrou, et on félicite Sébastien Lecornu d'avoir osé la sortir. On l'attendait, il la fallait. Ça, c'est un premier plan. Après, est-ce que 2027, oui, gageons quand même que on fera juste, et en tout cas ça sera nous notre participation au débat, on fera juste remarquer à tous les souverainistes et nationalistes qui se piquent de parler d'énergie qu'on n'a rien inventé de mieux. Bon, encore faudra-t-il parler d'où provient l'uranium, mais
on n'a rien inventé de mieux que le soleil, notre vent et notre biomasse comme énergie patriote et territoriale et qui ne passe pas du territoire d'Ormuz. Donc d'ailleurs, on s'amuse pas mal en ce moment à s'envoyer le lobby des intermittents salue le lobby d'Ormuz et on leur dit on a gagné. Bon, faut le prendre comme ça aussi. Une question pour Olivier, en prenant l'exemple de Carbone, qui je crois ça représente 3000 emplois directs ou indirects au final. Si direct. Et si on parle d'emploi, puisque c'est quand même aussi évidemment votre cœur de métier, est-ce qu'en termes de compétences par rapport aux objectifs que la France se fixe, est-ce que, pour dire les choses clairement, est-ce qu'on a ce qu'il faut ou est-ce qu'il va y avoir des politiques de formation, d'embauche peut-être de l'étranger ou que sais-je, pour vraiment muscler aussi, on va dire, les forces en puissance ? Alors, je pense qu'on a toujours eu des compétences en France et on a une excellence, on a des filières d'excellence, on a des ingénieurs extraordinaires. Je pense que les déficits vont arriver au niveau un petit peu en dessous, c'est-à-dire techniciens, etc. On a bien vu quand on a eu les difficultés sur les centrales nucléaires françaises, on ne trouvait plus de soudeurs. Alors, c'est un petit peu ce qui a fait beaucoup de bruit, mais on voit bien que les écosystèmes sont fragiles, donc il faut continuer à développer ces compétences et renforcer toutes les filières scientifiques et la culture scientifique qui est nécessaire pour faire fonctionner tout notre système. Donc je pense qu'il y a des ambitions et on parle de 330 000 emplois, je crois, dans la PPE 3, 320 000 emplois qui seront d'ici 2030. Je pense qu'il y aura un petit challenge quand même pour les pourvoir. Très bien. On va terminer par une dernière question et je vous laisse tous les deux évidemment la liberté d'y répondre. On a vu que une crise géopolitique pouvait finalement devenir presque une opportunité pour accélérer la décarbonation. Qu'est-ce qui, selon vous, dans les prochains mois, devrait être... on sait qu'il y a la présidentielle, on l'a évoqué, qui arrive d'ici un an. Quels devraient être, de manière assez concrète, les champs à investir par les pouvoirs publics ou par les investisseurs aussi, pour démontrer, avant un éventuel changement, on va dire, au sommet de l'État, que la décarbonation en France, ça peut marcher? Alors, si je dois répondre, moi, c'est d'abord votre boulot. Je pense que les pouvoirs publics, il va falloir résister face à une désinformation qui est massive. Enfin, juste après l'annonce du plan d'électrification de Le Cornu, sur CNews, on a quand même des gens qui se piquent d'être des commentateurs de l'énergie et qui ont expliqué que l'électrification avec les pompes à chaleur, c'était juste une manière de laisser la porte ouverte aux Chinois et à tous ceux qui fabriquent. Bon, donc à un moment donné, il va falloir arrêter quand même que toute cette désinformation massive qui perturbe complètement le jeu politique et qui fait le jeu d'intérêts étrangers. Et là, c'est même plus les Chinois dont on parle. Ça va être des intérêts liés à Donald Trump. C'est qu'à un moment donné, cette électrification qui est nécessaire et qu'on doit pouvoir conduire. La France est quand même le lieu et ce pays où les industries de l'électricité, mais au sens large, les exploitants, les distributeurs de matériel, les créateurs de matériel, enfin tout ça, on est quand même ce pays. On profite de cette opportunité pour enfin pousser à fond et exclure définitivement du champ de notre énergie primaire les énergies fossiles, et gaz compris. Et là, ça sera le biogaz qui peut être exploité sur notre territoire. C'est une réponse aussi à la crise agricole et sortir définitivement de ce truc. Et là, les Chinois, oui, on utilisera, mais il y a une autre puissance, et plusieurs puissances qui ont émergé, notamment l'Inde, qui est en train de réussir sa réindustrialisation sur beaucoup d'objets. Voilà, si on ne veut pas aller jusqu'au bout et refaire chez nous les pompes à chaleur, les panneaux solaires, les batteries, il y aura différentes zones d'achalandise, mais il faut aller à fond derrière cette électrification, ça c'est sûr. Et donc ça, c'est les journalistes. Oui, et vraiment, on est sur la fin du boulot. Au-delà de ça, j'aimerais vraiment que là, pour le coup, la puissance publique agisse durement, parce que ça, c'est des informations qui est très dangereuse pour notre démocratie et notre vivre ensemble. Bien sûr. Olivier, je vous laisse le mot de la fin. Donc, sur cette thématique, moi je pense que la responsabilité des politiques est d'arrêter l'idéologie sur ces sujets d'énergie. Il n'y a pas de discussion possible sur les impacts climatiques des énergies fossiles, on le sait. Donc on ne va pas revenir dessus. On sait qu'il faut décarboner, donc faisons-le. Sans idéologie, ça ne sert à rien. On voit que ça amène beaucoup de désinformation, des sujets complètement farfelus. Donc la responsabilité des politiques, et notamment de celui qui va prétendre, ou celle qui va prétendre au poste de président de la République, doit amener une vraie volonté, une vraie vision, en tenant compte de nos atouts. Et comme vous le disiez, ils sont très très nombreux.
hein. Donc on a énormément de savoir-faire, énormément de compétences techniques. C'est vrai que parfois on se perd dans les méandres de notre bureaucratie. Mais là maintenant il est temps d'agir pour avoir un avantage compétitif, hein. C'est incontestable. Alors c'est sûr que le marché européen c'est seulement 500 millions de personnes sur 8,5 milliards, mais c'est un marché moteur. Oui, Extrêmement moteur. C'est pas rien du tout. Donc à nous de faire la différence. C'est à portée de main. Sur cette note d'optimisme s'achève cette émission spéciale Sans Transition Bismart à l'occasion de la sortie du guide énergie-environnement de décideurs. Merci beaucoup Olivier Perrin, merci beaucoup Pierre-Emmanuel Martin. On gardera un œil sur vos projets et vos activités respectives. À très bientôt.